Très heureuse de vous savoir au rendez-vous de l'actualité environnementale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La saison des feux de végétation dans les 5 régions du Togo est désormais réglementée. Des mesures ont été prises par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi. Les détails dans un instant. 33 000 taxis électriques à Dakar, à Abidjan et à Accra. C'est l'ambition de la start-up Mbe Mobility pour réduire les émissions de dioxyde de carbone dans ces villes ouest-africaines. Bientôt des panneaux solaires sur le toit du siège de la défense américaine. Ceci permettra de réduire la consommation énergétique de l'un des plus grands bâtiments de bureaux au monde. Au Togo, la saison des feux de végétation qui s'étend d'octobre à mars touche en moyenne 16% du territoire national chaque année. Ces feux sont inégalement répartis selon les régions, avec une présence significative dans les régions des savanes et de la Kara. À cet effet, des mesures réglementaires ont été prises par le ministre en charge de l'environnement. Les détails avec Irène Papazina. Au Togo, les feux tardifs représentent 78% des feux de végétation, affectent 21,115% du territoire national et sont nuisibles au sol, à la flore, à la faune, aux établissements humains, au cadre de vie et même à la vie humaine. Lors de la campagne 2022-2023, 11 569 km² ont brûlé, soit 20,105% du territoire national, mettant en évidence l'ampleur des conséquences de ces feux. Un des impacts des feux incontrôlés est la perte des ressources végétales, réduisant la disponibilité pour les besoins humains et l'équilibre écosystémique. Face au risque d'incendie de plus en plus élevé dû au dérèglement climatique et à la pression anthropique sur les écosystèmes forestiers, il devient urgent de mieux comprendre l'impact de ces feux sur la biomasse végétale. Dans le cadre de la réglementation de ces feux de végétation, afin d'éviter ces effets dévastateurs sur l'environnement, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, a fixé des dates limites de mise à feu précoce pour la campagne 2023-2024 comme suit. 15 décembre pour la région des savanes, 20 décembre pour la région de la Kara, 31 décembre pour les zones savanocoles de la région centrale, 15 janvier pour les zones forestières de la région centrale, 31 décembre pour les plateaux Est, 15 janvier pour les préfectures d'Avé, Ziao, Yotovo et 15 février pour les régions des lacs, Bamono et la région maritime. Au-delà de ces dates, tout feu allumé est considéré comme feu tardif et est passible de sanctions conformément au code pénal et forestier. Le ministre de l'Environnement a également appelé à la mobilisation, au civisme et à l'éco-citoyenneté des populations. La gestion durable de l'environnement est donc une affaire pour tous. Le gouvernement togolais prévoit une augmentation de 5,8% du budget annuel consacré au projet d'eau potable portant une allocation de 18 milliards de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans les efforts soutenus du Togo pour atteindre son objectif de fournir de l'eau potable à l'ensemble de sa population d'ici 2030. Retrouvons Irène Papazina. L'augmentation significative du budget alloué au projet d'eau potable représente une avancée majeure pour le Togo à l'horizon 2030. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès à l'eau potable pour tous, en particulier dans les zones rurales où cette ressource demeure essentielle pour la santé et le bien-être des communautés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies visant à garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous d'ici 2030. Le pays s'affirme ainsi comme un acteur clé dans la réalisation de cet objectif crucial pour le bien-être et le progrès de sa population. En augmentant de manière substantielle les ressources consacrées à l'eau potable, le gouvernement togolais démontre sa volonté de mettre en œuvre des politiques et des projets concrets pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Cette mesure souligne également l'importance accordée à la préservation de l'environnement et à la garantie d'un accès équitable à une ressource vitale pour tous.
Les travaux seront réalisés dans le cadre de la phase 3 du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural des régions de la Kara et des savanes PASCO 3. Il est prévu au cours de cette nouvelle phase la construction de 850 forages équipés de pompes à motricité humaine pour permettre à plus de 200 000 personnes en milieu rural d'avoir accès à l'eau potable d'ici fin 2025. La desserte en eau dans la capitale Lomé et de ses périphéries devrait aussi avancer avec les travaux d'équipement et de raccordement du forage de 40 mètres cubes par heure situé à Apédokwa et celui de 1300 mètres cubes en construction à Sagbado. En outre, 6 systèmes autonomes d'approvisionnement en eau potable dans les zones périphériques de Lomé seront mis en place. Ces travaux, quant à eux, s'inscrivent dans la phase opérationnelle du projet de sécurité hydrique en milieu urbain au Togo, lancé en octobre 2023. Après 4 ans d'attente, la population de Dakar pourra bientôt se déplacer à bord de nouveaux bus électriques. Au total, 120 bus seront mis en circulation du nord au sud dans la ville et seront alimentés par l'énergie solaire. Léon Sagbo nous en parle. Les véhicules font partie de la nouvelle flotte de bus Rapid Transit BRT inaugurée dimanche par le président sénégalais. 120 bus électriques au total seront alimentés par l'énergie solaire. Selon Macky Sall, le 14 janvier est une date qui sera gravée dans l'histoire comme le jour où le pays a fait un nouveau pas vers un Sénégal moderne. Nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Le BRT ralliera 14 communes de Dakar du nord au sud. Ces bus d'une capacité de 150 places devraient faire 2 tours par jour. La population espère qu'avec cette nouvelle flotte, la circulation sera fluide. Ces bus amélioreront la mobilité urbaine dans l'agglomération dakaroise. Certains résidents estiment qu'il est vraiment difficile de quitter la banlieue pour se rendre à Dakar et vice-versa. Ils croient fermement que les 2 projets du président Macky Sall auront sans aucun doute un impact social positif. Le bus Rapid Transit apportera des changements majeurs car le trafic est intense sur les routes. Il servira également à décongestionner les routes, à éviter de perdre du temps dans les jams et à diminuer la pollution par la fumée. Il est à noter que le projet a été financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'État sénégalais à hauteur d'environ 300 milliards de francs CFA. Toujours au Sénégal, la start-up Mbe Mobility se donne 10 ans pour commercialiser 33 000 taxis électriques à Dakar au Sénégal, à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Accra au Ghana. Le projet à la quête de nouveaux partenaires financiers vise à réduire les émissions de dioxyde de carbone qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique dans ces villes ouest africaines. Regardez. L'Afrique de l'Ouest est encore en retard dans la décarbonation de ses transports comparativement à l'Afrique de l'Est où le développement de la mobilité électrique est en plein essor depuis 2015. Conscient de cela, la start-up Mbe Mobility basée au Sénégal s'est donné pour ambition de vendre jusqu'à 33 000 taxis électriques dans la capitale Dakar ainsi qu'à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Accra au Ghana. Objectif: remplacer les véhicules thermiques utilisés pour les déplacements interurbains par des engins peu polluants et à des coûts abordables aussi bien pour les chauffeurs que pour les passagers. L'initiative devait permettre de faire de ces 3 villes des pôles sous-régionaux pour l'écomobilité. Pour le moment, l'entreprise qui a achevé une phase pilote au Sénégal en 2022 avec l'appui d'un investisseur local est à la recherche de partenaires financiers pour l'accompagner dans l'acquisition de ces 33 000 e-taxis et leur importation. Un processus qui n'est pas simple et se fera progressivement jusqu'en 2033.
À noter que le modèle économique de la jeune pousse est adossé sur les prêts bancaires et des services numériques proposés aux propriétaires de taxis. Une stratégie qui est une réponse à la montée de la concurrence dans le marché des véhicules électriques, notamment au Ghana. À Accra, par exemple, la start-up Solar Taxi a opté pour les partenariats avec des sociétés de capital risque qui financent la contribution de sa flotte de taxis et de vélos électriques. Clôturons avec le Sénégal. La baie de Yann, l'une des plus belles plages de la banlieue de Dakar, est devenue un déversoir à déchets. Autrefois réputé pour ses kilomètres de sable blanc, ce petit paradis a désormais perdu son éclat. Déchets de toutes sortes, eau usée déversée dans la mer, la pollution s'étend partout. Voyons cela avec Rafietou Bereko. Autrefois considérée comme l'une des plus belles criques de toute l'Afrique, la baie de Han, la plus belle plage du Sénégal, située dans la banlieue de Dakar, d'environ 20 km de long, est devenue aujourd'hui un grand dépotoir d'une population croissante et d'une industrie en constante expansion. Toute la rive est tapissée de toutes sortes de déchets, des vêtements usés, des eaux usées domestiques et industrielles, du sang des animaux en provenance des abattoirs, des déchets plastiques. Tout est déversé dans l'océan Atlantique. Selon les riverains, la pollution de cette plage date de 1970. Il est difficile pour les habitants de s'y baigner ou de pêcher des poissons. La pollution des océans atteint des niveaux inquiétants. Depuis 20 ans, la population alerte les autorités au problème. En 2018, un vaste projet de nettoyage financé par l'Agence française de développement, d'investissement international et de la Banque chinoise de développement et de l'Union européenne avait été lancé, mais le projet tarde à se concrétiser. L'Agence nationale de l'assainissement a annoncé la reprise des travaux suspendus depuis des mois. Toutefois, le gouvernement assure la finalisation du projet d'ici 2025. Les habitants, quant à eux, attendent depuis longtemps un réel changement de cette plage. Dans les pays membres de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, les plastiques représentent près de 22% des déchets. Pour mieux gérer ces déchets et motiver la population à utiliser les bornes de recyclage à la Dominique et à la Grenade, un projet financé par l'Agence française de développement AFD espère améliorer la collecte de ces restes de plastique. Retrouvons Rafietou Bereko. 320 000 tonnes de déchets plastiques sont jetés dans la nature dans la Caraïbe selon un rapport de la Banque mondiale. La situation est critique dans les 9 pays membres de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est où ces déchets dépassent la moyenne mondiale et sont peu triés. Les restes sont presque tout enfouis dans des décharges à ciel ouvert. Pour mieux gérer cette quantité importante de ces produits indésirables des pays membres de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, la Grenade et la Dominique ont été sélectionnés pour développer une solution pour la région. À cet effet, un projet dénommé Recycle OSS Model a été mis en place. C'est un projet financé par l'Union européenne avec la collaboration de l'Agence française de développement. L'objectif de ce projet est de développer un modèle qui va fonctionner dans les pays de l'organisation où 90% des produits consommés arrivent de l'extérieur. La Dominique est l'unique pays membre de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est équipé de bornes de collecte placées en bordure des routes et dédiées aux matières recyclables. Mais les habitants ne les utilisent pas. À la Grenade, une étude effectuée en 2023 a confirmé que près de 20% des déchets sont des plastiques, dont 47% sont des films d'emballage. En 2022, la production à la Grenade, un pays d'environ 125 000 habitants qui ne fabrique pas cette matière sur place, se levait à près de 7,235 tonnes. Ce chiffre ne représente que les déchets portés à la décharge. Les tonnes qui sont jetées dans la nature ne sont pas comptabilisées. Selon la commission de l'OSS, la multiplication des films d'emballage constatée à la Dominique et à la Grenade est une indication des activités économiques similaires. La Colombie, pays d'Amérique du Sud qui abrite 10% de la faune et de la flore mondiale,
est l'hôte de la 16e conférence des parties des Nations Unies sur la diversité biologique. Le rendez-vous se tient du 21 octobre au 1er novembre 2024 sous le prisme de la protection de la nature à l'échelle des 5 continents. La fonte des glaces du Kilimandjaro et le financement de la protection des forêts du bassin du Congo sont les deux sujets que l'Afrique devrait poser sur la table des discussions. Suivant. À la suite du désistement de la Turquie frappé récemment par un tremblement de terre, la candidature de la Colombie a été retenue pour accueillir la 16e conférence des parties des Nations Unies sur la diversité biologique. L'événement prévu du 21 octobre au 1er novembre 2024 réunira un parterre d'acteurs politiques, économiques ainsi que des défenseurs de l'environnement. Au menu de ces 12 jours d'ateliers et de négociations sur les ressources naturelles, l'évaluation de l'accord de Kunming-Montréal. Le texte adopté en décembre 2022 lors de la COP 15 organisée au Canada vise notamment à protéger 30% de la planète d'ici à 2030 et à débloquer 30 milliards de dollars de financement annuel pour la conservation de la biodiversité dans les pays en développement. Ces objectifs sont encore loin d'être atteints dans certains pays, notamment à cause du réchauffement climatique. La fonte des glaciers qui s'accélère un peu partout dans le monde en est l'une des conséquences. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, 17 sites de glaciers sur les 50 classés au patrimoine mondial pourraient disparaître d'ici à 2050. Et cela inquiète bien sûr les autorités d'Afrique de l'Est puisque ce phénomène est susceptible de réduire la réserve d'eau douce, entraînant ainsi des inondations spectaculaires et la réduction de la biodiversité dans la région, comme le confirme une étude du Fonds mondial pour la nature. L'autre dossier que les dirigeants du continent devraient poser sur la table de discussion colombienne, c'est celui du bassin du Congo. Si les discours internationaux réaffirment ces dernières années le potentiel écologique de ce second poumon vert de la planète, les financements tardent à suivre. Les ministres de l'Environnement d'Afrique centrale sont donc attendus à la COP16 par les écologistes pour réclamer l'instauration d'un mécanisme financier incluant les bailleurs de fonds et les multinationales industrielles. Il permettra de lutter efficacement contre la déforestation massive qui s'accélère sur 39% des forêts tropicales du bassin du Congo du fait de l'extraction minière et l'exploitation pétrolière. Le siège de la défense américaine plonge dans la tendance écologique. Une trentaine de bâtiments du Pentagone sera bientôt dotés de panneaux solaires. Ceci permettra de réduire la consommation énergétique de l'un des plus grands bâtiments de bureaux au monde. Yva Samana pour plus d'explications. Situé en banlieue de Washington, la capitale fédérale des États-Unis, le Pentagone sera bientôt doté de panneaux solaires sur son toit. D'après l'annonce du département américain de l'énergie, des panneaux solaires thermiques et un système de récupération de chaleur vont être également installés. Ce projet aura pour but de réduire la dépendance aux systèmes fonctionnant au gaz naturel et aux énergies fossiles. Les travaux d'installation de ces panneaux solaires s'inscrivent dans la politique de réduction des consommations énergétiques des infrastructures fédérales de l'administration Biden. Précisons que le Pentagone, qui abrite le ministère de la Défense, fait partie des 31 sites fédéraux qui feront l'objet de travaux énergétiques dans les prochains mois. Les ministères américains du commerce, de l'intérieur ou encore des transports sont également concernés par ces travaux. La ministre adjointe de la Défense américaine Kathleen Hicks a souligné que le Pentagone travaillait à rendre ces installations plus résilientes, mieux sécurisées et à économiser de l'argent. Ces nouveautés seront bénéfiques aux combattants et aux contribuables. Situé à Arlington en banlieue de Washington, le Pentagone est l'un des bâtiments les plus emblématiques du monde, avec 28 km de couloirs, plus de 7700 fenêtres, près de 6400 m² de locaux. Avant 2023, le siège américain de la défense a été pendant 80 ans le plus grand bâtiment de bureaux du monde. Plus de 80 millions de requins ont été tués par la pêche en 2019. Ceci est dû aux techniques de pêche utilisées et au fait que le commerce de leur viande, huiles et cartilages sont adulés et répandus dans les produits de consommation dont les consommateurs n'ont pas conscience. Léon Sado. L'expression requin de la finance n'aura bientôt plus rien de menaçant puisque l'animal totem des dents de la mer est menacé.
En effet, dans un rapport établi par des chercheurs dans la revue Science, le nombre de requins victimes de la pêche est passé de 76 millions à plus de 80 millions entre 2012 et 2019. 25 millions d'entre eux appartiennent à des espèces menacées. Actuellement, 70% des pays et juridictions ont mis en place des réglementations de protection interdisant l'enlèvement des nageoires de requins, qui est de rejeter les grands prédateurs dans l'océan et à les laisser mourir. Mais certaines des règles sorties dans les années 90 ont eu des conséquences inattendues qui coûtent la vie à un nombre plus grand de requins selon les nouvelles données. L'enlèvement des nageoires très appréciées sur le marché asiatique a légèrement diminué durant les 2 décennies passées, mais les politiques qui obligent les pêcheurs à débarquer les requins entiers ont involontairement encouragé le marché de la viande de requin. L'auteur de l'étude, Lorraine Schiller, explique que ces mesures n'ont pas été la solution miracle espérée. Les chercheurs, après 3 ans de collecte de données, ont été surpris de voir à quel point le commerce de la viande, de l'huile et du cartilage de requin est répandu et du fait que les requins apparaissent dans de nombreux produits que les consommateurs ignorent, a déclaré Boris Worm, auteur principal de l'étude. Vu le déclin du commerce des lurons et la diminution des requins, les pêcheurs se tournent désormais vers les plus petits. Ces chercheurs ont ainsi constaté que les zones à fort taux de mortalité sont là où il y a une grande utilisation de filets maillants et de chaluts. Lorraine Schiller rappelle que bien que ces créatures soient de grands prédateurs, ils sont très vulnérables du fait d'avoir passé plus de 99% de leur temps dans un océan dépourvu d'humains. Elle ajoute également qu'ils n'étaient donc pas préparés à nous affronter. Il faut souligner que ces créatures sont essentielles à la santé des océans car leur disparition peut perturber l'équilibre de l'écosystème marin. Or, un requin sur 3 dans le monde est menacé d'extinction. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Clin TV International. Au revoir.